Peut-être, Jean-François, pourrais-tu reprendre brièvement les grands principes, ou en tout cas la démarche qui est à la base de ce type de travail que tu fais avec notamment Alain Prochian, qu'on a eu ici sur ce plateau, et avec les comédiens qu'on entendra aujourd'hui. Peut-être qu'ils en parleront mieux que moi, parce qu'ils sont les premières victimes du processus. Mais oui, on avait déjà eu l'occasion d'en parler un petit peu. Ça fait pas mal d'années maintenant et de spectacles que j'essaie de frictionner un petit peu du matériau scientifique. J'ose pas dire de la science, parce que c'est pas du tout un théâtre scientifique qu'il s'agit de promouvoir, ni même un théâtre de vulgarisation scientifique. La science a assez de canaux pour s'exprimer elle-même. Non, je pense simplement, on a déjà parlé ensemble du mot d'ordre brechtien, un petit peu d'un théâtre de l'ère scientifique. Alors, j'ai pas la prétention de répondre tout seul à cette injonction qui nous vient de loin, mais je parle plutôt d'un théâtre qui s'expose à la science pour la raison d'ailleurs que nous y sommes tous exposés. Quelquefois, dans notre milieu théâtral, on se demande pourquoi je vais chercher des choses pareilles alors qu'il reste des sœurs à marier, des cerisés à vendre, des pères à tuer, des amants dans le placard, beaucoup d'humour partout. Bon, bref, je pense simplement que j'ai ouvert le journal. Et je m'aperçois quand même que nous vivons à une époque un peu particulière dans l'histoire de l'humanité où après les trois grandes révolutions, disons Hiroshima, Dolly et Steve Jobs, bon, il y a quelques éléments de notre vie quotidienne qui ont changé. Et c'est vrai que ajouter à cela des rencontres aussi amicales, du hasard, parce que le hasard fait quelquefois bien les choses, c'est pas un psychanalyste que je l'apprendrai. J'ai rencontré Alain il y a maintenant 15 ans, et puis de notre conversation amicale, eh bien, chacun essaie de contaminer l'autre. Alors, je ne dis pas que le théâtre est beaucoup entré dans le laboratoire, mais peut-être un souci littéraire, en tout cas, qui était peut-être déjà. Et moi, c'est cette espèce de friction avec un imaginaire, mais beaucoup plus d'ailleurs que la science elle-même, auquel j'accède difficilement. Et puis, à partir de là, on essaie d'entreprendre des spectacles avec des comédiens, et bon, ils en parleront. C'est vrai que c'est une démarche un peu particulière, parce qu'elle ne part pas d'une pièce écrite qu'il s'agirait de mettre en scène, mais plutôt de trouver des créodes, enfin des chemins dans un matériau compliqué. Et ça, c'est pas moi qui dirige les comédiens, c'est plutôt eux qui me dirigent dans cette forêt. Mais on peut dire que du côté de la psychanalyse aussi, cette démarche est assez cruciale, parce qu'au fond, sur le plan clinique, autour de la filiation, autour de la génétique, autour des procréations médicalement assistées, il y a des techniques qui créent des objets nouveaux, des objets inédits, par rapport auxquels on manque de représentation. Et là, il y a un défaut de représentation, il y a des images manquantes qui, au fond, ont existé. Ces images ont manqué depuis toujours. Par exemple, entre sexualité et procréation, le lien est impossible à penser subjectivement, même si biologiquement ça s'enchaîne, semble-t-il, de façon assez claire. Bon, Alain Prochian n'est pas là, Pierre est peut-être aussi là pour nous expliquer, même si c'est plutôt les neurosciences qui sont son objet. Mais enfin, il y a un manque de représentation, il y a un trou dans les représentations. Et aujourd'hui, dans ce manque de représentation, s'engouffrent toutes sortes, paradoxalement, de nouvelles représentations qu'on a de la peine à suivre, à mettre ensemble, à opposer. Et je pense qu'un tel travail, d'aller explorer qu'est-ce qui se produit là où il manque des représentations, un tel travail théâtral me paraît fondamental. Donc, en fait d'ailleurs, c'est pas par hasard que Agalma soutient cette pièce, parce que dans le travail que nous faisons, il y a également cette idée de médiation, de
établir des ponts avec la société. Alors, on peut bien sûr le faire à travers une médiation assez classique, c'est-à-dire d'explication, de vulgarisation, mais ce n'est pas particulièrement l'objet de Agalma. Par contre, exactement, cette démarche de constituer des représentations en faisant un jeu de mots, des représentations théâtrales, eh bien, on crée ce pont. C'est-à-dire, bon, on pourrait dire que les biotechnologies de la procréation, de la filiation, de la génétique, de la médecine prédictive butent sur un irreprésentable. Et puis que l'enjeu, c'est peut-être la représentation de l'irreprésentable. C'est-à-dire la représentation des limites de la représentation. Pour des sujets confrontés à ce type de technique, il est vrai qu'aujourd'hui, ils sont complètement démunis. Ils portent leurs questions aux commissions d'éthique. Les commissions d'éthique essayent de proposer des bords, des limites, des repérages, des lois. Mais au fond, on est en pleine zone totalement inexplorée. Et je pense qu'une initiative, alors bon, je me réjouis de savoir comment vous y prenez, hein, mais une initiative comme celle-là, de mettre en jeu à la fois le discours scientifique et en même temps sa reprise totalement différente sur cette autre scène qu'est le théâtre, qui intéresse beaucoup le psychanalyste, puisque lui, il est un praticien de l'autre scène qu'est l'inconscient. Il y a peut-être un point de rencontre inédit et très important sur le plan clinique. Moi, je dirais qu'il y a un enjeu clinique majeur dans l'exploration de cette zone limite de la représentation qu'implique comment dire, l'impact des sciences sur la vie quotidienne. Mais peut-être qu'on va justement donner la parole aux comédiens. Jean-François, oui, un mot. Parce qu'effectivement, il s'est retrouvé un peu par hasard que ces questions que tu viens d'évoquer sont un des centres, enfin des foyers en tout cas du spectacle à venir, alors qu'au fond, c'était un peu le point de départ, puisque la problématique était aussi, venait du spectacle précédent qu'on avait fait avec Alain aussi, qui était une espèce de dérive à partir de la vie de Galilée de Brecht, et donc du conflit un peu increvable entre foi et raison, entre science et religion. Et au fond, maintenant, les débats de cet ordre se situent autour du vivant et de la vie. Et donc, c'est comme ça qu'on s'est retrouvé face au problème d'artificialisation des procréations et donc des naissances. Et c'est vrai que c'était toi qui as donné l'idée d'ailleurs dont on se sert. Ça donne à voir des choses qui étaient justement complètement occultées, irreprésentables. Alors, je veux simplement dire un mot avant que les intéressés en parlent, c'est que je ne suis pas certain que ce théâtre donne représentation de l'irreprésentable, mais parce que oui, mais c'est-à-dire que ça donne à voir. Je suis d'accord que ça ne va pas dire qu'on vient boucher l'irreprésentable par une représentation. Non, c'est mais ça. Ce que les biotechnologies, d'ailleurs, ne produisent pas des représentations terrifiantes. Elles dévoilent le défaut du symbolique pour traiter le réel, par exemple le réel totalement incongru de la rencontre entre un spermatozoïde et un ovule. Que certains parents d'intention filment maintenant. Ils filment. Ils filment ça et puis ils peuvent montrer au petit le moment vraiment de la conception, ce qui est encore plus fort. Parce que Jacques veut peut-être nous parler de Tristram Shandy, qui est un de ses textes préférés, où effectivement le personnage là, c'est à peu près à l'heure à laquelle il a été conçu. Oui, il était même là pendant la conception. Enfin, il le décrit, non ? Oui. Oui, il explique les mécanismes par lesquels il a pu déduire de la date exacte à laquelle il a été conçu, puisque c'est lié au fait de remonter l'horloge familiale qui arrivait à date fixe et à laquelle sa mère avait associé d'autres idées. Son père, à Tristram Shandy, qui est un personnage imaginaire, son père ayant décidé le jour où il remontait l'horloge familiale de se débarrasser de 3 autres tâches domestiques fastidieuses afin, disait-il, de tout faire d'une seule fois. Voilà. Et donc, c'est par quelques recoupements très rapides que le romancier Stern dit que ce personnage connaît le moment exact de la procréation. Voilà. Ou peut-être veut-il parler du mouvement spécifique des spermatozoïdes par rapport au mouvement des pendules dans sa famille.
Oui, ça c'est une histoire horlogère tout à fait inédite à Genève, hein, ça, c'est sûr. Mais bon, c'est sûr, par exemple, les parents qui procréent par procréation médicalement assistée, par exemple ICSI, injection intracytoplasmique de spermatozoïdes, c'est-à-dire vraiment sous visuel, sous contrôle visuel. On ne peut pas imaginer une situation symétrisée. L'ovule, le spermatozoïde, la rencontre, la pénétration sous la caméra, oui, vraiment sous le regard. Eh bien, même si ça, c'est des situations où tout est clair, tout est montré, ce qui me frappe, c'est que certains disent, oui, mais au fond, ça aurait pu être un autre spermatozoïde. C'est vrai, d'ailleurs. Ce qui est vrai. Donc ça veut dire qu'ils réintroduisent le fait de n'y rien comprendre, quoi. Peut-être, Jean-François, tu pourrais brièvement présenter, et puis comme ça, ensuite... donc, Jacques Bonafé, à ma droite, qui vient déjà de parler de son texte favori. À chaque fois, ça fait très longtemps qu'on travaille ensemble, j'ai remarqué qu'à chaque fois, il y a toujours une horloge dans les spectacles qui lui permet la dernière fois, c'était le texte de Lacan sur l'horloge. Sur le temps logique. Enfin, je sais plus. Avoir un corps, c'est très drôle de dire l'homme a un corps. C'est la séparation entre l'homme et les machines. Il dit il n'y a pas de séparation. Oui. Il rejoint Descartes. Oui. Bon, c'était il y a une dizaine d'années. C'est très drôle. Donc Jacques Bonafé, Anne-Laure Tondu, c'est la première fois que nous travaillons ensemble. Et je m'en réjouis. Et Pascal Ternisien, aussi un vieux complice, hein, bon, n'en parlons plus, et qui a déjà un peu la pratique de ce genre de théâtre improbable selon la presse. Alors, peut-être que ça serait intéressant de voir comment se construit cette partition, comme tu l'appelles, en dialogue entre des scientifiques, si je ne m'abuse. Il y a Alain, bien sûr, Alain Prochian, mais il y a aussi, parfois, tu convoques j'allais dire des techniciens, des scientifiques, et puis comment tout ça est absorbé, métabolisé et reconstruit, je ne sais pas, par les comédiens. Je pense que cette démarche, ce serait intéressant de savoir un peu pratiquement comment ça se passe. Juste un mot, c'est qu'effectivement, on établit des partitions. Cette fois-ci, ça a un nouveau nom, on appelle ça des carousels. Des carousels. Des carousels, okay. Bon, c'est encore une vague référence brechtienne, enfin, un retour en arrière. Et donc, qui sont composés de textes qui servent de matériaux et on travaille par improvisation et voir ce qui se sélectionne. C'est une question de sélection pas très naturelle, mais une sélection quand même. Alors effectivement, tout ça procède de l'esprit de conversation. C'est pour ça qu'on essaie toujours de rencontrer comme on fait là, de parler un peu avec des gens supposés savoir. Mais en même temps, c'est vrai que les textes proposés au début des répétitions sont élaborés avec Alain, et puis après, on réduit les choses. Enfin, je laisse parler ceux qui s'en servent. Mais oui, je pense qu'il y a un double mouvement. D'abord, pour les gens de théâtre, je crois que c'est toujours intéressant de rencontrer des gens qui ne font pas partie du milieu qui est un peu ghettoïque, le milieu de théâtre. Bon. Enfin, je sais pas, je vous dirai, je ne veux pas parler à la place d'autres. Et en même temps, je trouve intéressant d'amener des scientifiques, par exemple, puisqu'on parle d'eux, qui quelquefois n'ont plus de rapport au théâtre. Hein, certains me disent, quand on travaillait à Chaillot, ils croyaient que c'était le TNP encore, ils cherchaient Villard. Les plus jeunes ne savaient même pas que c'était un théâtre. Donc, c'est un double mouvement. Alors, voilà, c'est une façon de passer le temps, dirait Montaigne. Hein. C'est pas méchant, c'est moins grave que de vendre des armes. Donc, mais c'est vrai que je crois que face à l'amphithéâtre, au studio, au livre aussi, le plateau de théâtre, c'est ma petite religion. Hein. J'en ai une quand même. C'est de penser que c'est encore un lieu où on peut entendre, peut-être représenter les choses un peu autrement. Bon, voilà. Mais en même temps, on ne se cantonne pas à ça, puisqu'on a nos extensions vers l'infini, avec Agnès de Cailleux, qui est ici aussi, qui est déjà dans les mondes virtuels. Alors, la scène est un espace très réel, mais nous ne signons pas aux connexions compliquées.
Je ne sais pas, Jacques Bonafé, comment... Moi, je vais relayer la présentation à mes camarades. Effectivement, on se connaît depuis plusieurs spectacles. Il y a un mode de recherche qui nous est familier, qui s'est appelé les partitions, c'est-à-dire nous, pauvres comédiens qui changeons souvent de sujet sans beaucoup de logique, on se retrouve par exemple à parler d'Alan Turing, les machines pensent-elles, pendant 2 mois de répétition. Donc effectivement, à tous les arguments qui sont amenés, il y a aussi la rencontre avec les scientifiques qui importe énormément. Les gens qui travaillent sur l'intelligence artificielle à ce moment-là, je me souviens de Balibar qui est venu, et puis Darwin, on a travaillé ensemble sur cette question-là, évidemment très proche d'Alain Prochian. Et puis ici, on a fait quelques rencontres qui mettent en route forcément le processus. Mais c'est des rencontres avec le discours, enfin, c'est des rencontres, vous captez comment ça se passe. Mais peut-être concrètement, comment Oui, ça se comment, passe c'est-à-dire la première répétition. La toute première répétition, c'était à table. On passe quand même pas mal de temps à table. J'entends à la table avec toutes les brochures, tous les premiers carrousels. Alors, il y a le carrousel éthicien, le carrousel scientifique, le carrousel pape, le carrousel égo, identité. anthropologue, donc le carrousel enfant, évidemment. Ben oui, quand même. Et effectivement, avec tout ça, on essaye de jouer de façon en même temps un peu sélective, en choisissant quelques textes qui nous parlent plus que d'autres et en les frictionnant, comme le dit Jean-François, avec d'autres sur le plateau, avec aussi un musicien qui s'appelle Alexandros Markeas, un électro... il est quoi déjà, lui ? Électroacousticien, Thierry Goduise, et tout ça dans une espèce d'ambiance sonore un peu étrange, et on essaye de se parler à travers ces différents matériaux. Et vous créez des textes à partir de... Ou ça... est-ce que c'est chaque fois de l'improvisation à partir de ces carousels? Les textes sont écrits, mais le lien peut être de l'improvisation des acteurs. Mais ça veut dire que vous les mettez, pour essayer de se rendre compte, vous les mettez sans dessus-dessous, quoi. Ces textes, vous les subvertissez, enfin, vous les transformez, vous les interprétez. Parce que si on prend, là, Tristram Shandy, c'est un texte, moi, ma référence sur cette question, c'est les bœufs du soleil, dans le chapitre de Ulysse, qui est aussi la vie prénatale. Et puis, quand on mesure le travail qu'a fait Joyce, si j'ai bien compris, il a pris aussi des textes médicaux de son époque. D'ailleurs, c'est une équipe de carabins, si je me souviens bien, qui sont en état d'ivresse et qui parlent avec des séquences sémantiques issues des textes scientifiques de l'époque sur l'obstétrique, sur la biologie, enfin sur leur façon de concevoir la conception et la gestation. Et donc, c'est une sorte de subversion à l'intérieur même, enfin, entre les lignes des textes scientifiques. Est-ce que c'est quelque chose comme ça ? Oui, il y a un peu de ça, bien sûr. Et sachant qu'elle inclut aussi notre maladresse, c'est-à-dire les choses qu'on n'a pas compris, nous n'avons aucune gêne pendant quelques improvisations à les interpréter de travers, à les rectifier, à s'expliquer entre nous sur leur mécanisme, sur leur induction. Voilà. La base du génétique dans la construction de la parentalité. Ça te rassure vraiment ? C'est pas neutre le séjour dans l'utérus de la mère d'accueil. Marc, ce serait plutôt une bonne nouvelle. L'influence épigénétique. Ça voudrait dire qu'effectivement le passage dans la mère porteuse génétise un petit peu quand même l'enfant qui vient d'ailleurs. Qui vient du froid, l'embryon qui vient du froid. Ce qui est peut-être différent de l'écriture, surtout l'écriture joycienne, où il y a une réélaboration du matériau. Alors, il y a un geste comme ça, toutes choses égales d'ailleurs, qui est un peu moderniste dans ce théâtre-là. Il n'y a pas vraiment de réélaboration là. Ce qui m'intéresse plutôt, c'est la capacité de trouver les circonstances, les conditions
dans lesquels, alors c'est un plateau effectivement, et Pascal avait raison de rappeler qu'il y a toujours, il y a des textes et des comédiens, mais il y a toujours une sorte de dispositif, disons, on appelle ça nouvelle technologie. Là, il n'y a pas de vidéo cette fois-ci, il y a un dispositif sonore et musical assez compliqué qui est aussi apporte une aide dramaturgique d'une certaine manière, parce qu'au fond, il n'y a pas de dramaturgie dans ces spectacles-là. Mais ce qui est plutôt intéressant, c'est de voir, à partir des textes qui sont dans les carrousels, ce qui, par leur jeu, parvient à être cité, parvient à droit de citer d'une certaine manière, arrive à l'expression. C'est plus précipité. Oui, c'est aussi une sélection comme ça. Ouais. Dans le spectacle précédent, c'était à partir de la mémoire des comédiens, j'ai fait ça, de souvenirs d'un livre, Walden, de Flaubert. Là, c'est un peu différent, c'est à partir, au fond, d'une navigation et d'un tournis qu'on se donne aussi dans les carousels, là. Est-ce qu'il y a des rôles qui émergent? Moi, j'avais vu celle sur Galilée. Alors, effectivement, bon, là, il y avait des rôles très clairs. Il y avait la fille de Galilée, il y avait quelques autres personnages. Il y avait même la truie sur scène. Qui jouait son propre rôle. Qui jouait son propre rôle. Exceptionnellement. Mais bon, là, donc, il y avait quand même un canevas, j'allais dire, historique. Donc, quelque chose comme cette pièce, In vitro ex vivo. D'ailleurs, vous êtes encore en pleine production, si je dis. Oui, en plein dedans. Est-ce qu'il y a des rôles qui émergent? Je pense qu'on ne peut pas tout à fait parler de rôle. Après, effectivement, comme Jean-François nous demande de... en fait, ce qui nous intéresse, nous, en tant que comédiens, personnes, après, en tant que comédien, pas en tant que personne. C'est vrai que c'est très important. Ah bon? C'est quoi la différence? Dirait le psychanalyste. Je sais pas. Si, non, mais explique. Non, je veux dire, si on parle par exemple de la levée de l'anonymat, cette question de la quête d'identité d'un jeune ou d'un jeune homme ou d'une jeune femme qui ne connaît pas son donneur, on peut avoir une réaction en tant que citoyen, je dirais, en tant que sujet, peut-être en tant que malade, je ne sais pas, en train de dire je suis pour, je suis contre. Là, justement, ce que j'essaie d'interpeller, c'est donner le notre comédien, opinion à nous en tant que citoyen, mais de voir comment on joue avec ça autrement. Ça, c'est important. De voir ce que on peut faire de ces matériaux-là sur un plateau de théâtre, mais il ne s'agit pas pour nous de donner des réponses à certaines questions sur lesquelles on aurait bien du mal à s'exprimer avec une certaine émotion par rapport à ça, en disant qu'est-ce que c'est. Vous mettez au service de ces matériaux ou vous vous servez de ces matériaux. Voilà, oui, on peut dire ça. Matériaux. Mais du coup, il n'y a pas spécifiquement de rôles qui sont. Après, il y a des tendances qui émergent, c'est-à-dire en fonction de ce qui nous plaît à chacun. Il y a des tendances qui se... Ou même pas? Non. Il y a une multitude de personnages qui se proposent à nous. Il y a quelques personnes qu'on connaît dans nos textes, à quelles on donne parfois des petits noms. On sait que là, on parle de Arthur K., qui est un jeune homme qui a écrit un livre sur sa douleur d'être enfant de père anonyme, de donneur anonyme. Donc, on sait que par rapport à certaines questions, lorsqu'on les pose, on évoque lui et son petit matériel narcissique éventuellement, avec lequel il a fait quand même beaucoup d'interventions médiatiques, d'interventions publiques. Bon, et d'autres personnes. Giancarlo Palermo, celui qui a découvert l'ICSI. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs. Maintenant, il y a plusieurs personnages qui nous accompagnent, mais on ne les interprète pas, on n'aurait pas la... Mais vous les évoquez. On les évoque, enfin, c'est des figures qui passent. C'est de la procréation, non? C'est de la création, en tout cas. Ah oui, c'est... Quelque part, ils naissent devant vous. Il suffit de les citer pour dire nous sommes dans la scène ou dans la représentation, dans la scène primitive, mais il n'y a pas besoin de la continuer au-delà. Elle est là avec l'évocation de Huben. Ed Huben, c'est un des grands héros de notre histoire. C'est un grand donneur de sperme belge. Un grand donneur de sperme belge, d'accord. C'est un serial donneur. C'est un serial donneur, d'accord. Ah oui, vous avez cité aussi Kundera, son fameux texte. Comment ça s'appelle déjà? La valse aux adieux. Oui, voilà. Où un gynécologue très généreux donnait son propre sperme et que ça lui permettait certaines réussites en cas de stérilité masculine. Quoi. Alors Ed Huben, lui, il circule sur Internet. Ses propositions sont des propositions très ouvertes. Celle d'une rencontre avec une
femme qui souhaite... donc il a beaucoup d'enfants aussi. Il est réuni le plus souvent dans des grandes fêtes comme ça. Ça doit être entre Oui, 40 il en a une 60. cinquantaine, je crois. Ah oui. Enfin, la dernière fois qu'on l'a augmente. consulté, il en avait 46, mais voilà, à ce rythme-là. Des répétitions, peut-être qu'il y en aura plus, hein, c'est possible. Donc c'est ça. D'ailleurs, il y a des rencontres maintenant de zygotes, de sujets issus du même donneur. Oui, aux Enfin, il y a États-Unis, des c'est lots très- avec des numéros aux États-Unis. Enfin, ils se rencontrent, ils Je ne sais pas ce que s'associent. le psychanalyste en pense de ce type de parenté. C'est quand même, quand il y a 150 personnes. En France, c'est délimité forcément, puisqu'on ne peut pas donner énormément, enfin plus de 5 fois ou 10 fois, ça dépend des années. Mais dans les Oui, mais pays. il faudrait peut-être pays imaginer des libéraux, on peut- rencontres entre les ovules et les spermatozoïdes qui se sont jamais rencontrés, quoi, par exemple. Ça, c'est une farce, là. bon, c'est toujours cette idée que, au fond, la réponse biologique est une fausse réponse à une vraie question. La vraie question, c'est d'où je viens, pourquoi je suis ici, pourquoi moi et pas quelqu'un d'autre. Et puis là, on fait une réponse en termes d'ovules et de spermatozoïdes. Bon, c'est peut-être un moment de notre culture. À d'autres époques, on aura d'autres réponses. On reste quand même dans la seule question subjectivement, je parle peut-être depuis la psychanalyse, la seule question subjectivement auquel personne ne peut répondre, c'est d'où viennent les enfants. C'est la question impossible. Heureusement qu'il y a une question impossible. Là-dessus, on construit des filiations, des buts, des projets, des romans familiaux, des scènes primitives, tout ce dont la littérature et le théâtre sont faits aussi. Tout ça procède du fait que personne ne peut répondre à cette question d'où on vient. Mais peut-être que vous pouvez. En tout cas, un de vos personnages, ou comment il s'appelle, Palermo, peut-être qu'il a quelques idées. Je veux dire, je ne sais pas, parce qu'on introduit un espace de liberté de création, et puis par le biais de... Peut-être que vous avez rencontré quelqu'un, Oui. vous avez rencontré quelqu'un qui sait d'où il vient. C'est possible. Ça peut surgir, enfin, c'est ça ce qui est chouette dans ce qu'on fait, c'est que tout peut arriver, en fait. Et que, voilà, tout est possible. Tout peut arriver, et tout est arrivé, alors. Alors là... Mais ça vient de ce qu'il n'y a pas de conclusion au procès éphémère qu'on crée entre nous. Toute scène de théâtre est forcément le souvenir d'un tribunal, d'arguments opposés les uns aux autres, dont il faudrait sortir quelque chose, ou en tout cas la reconstitution, les scènes de reconstitution, ferait qu'éventuellement le spectateur, lui, il sait bien quelle est la solution, ou quel est le coupable, ou se pose intelligemment la question de ce qui a été débattu sur scène. Nous, simplement, ce tribunal n'existe pas, au sens où effectivement tous les arguments doivent se confronter, on retire un peu nos questions de personne, à savoir si on est pour ou contre, par exemple, oui, la levée de l'anonymat des donneurs, pour ou contre la grossesse pour autrui, la gestation, voilà. Les enfants, les bébés médicaments. Les bébés médicaments. On expose tous ces arguments, on les entrecroise. Et de cette fréquentation-là, de cette rencontre des différents arguments, vient aussi la réponse que vous sollicitiez, que vous évoquiez, d'où viennent les enfants. D'où l'effet de carrousel. C'est qu'il trouve Oui, que vous ayez des réponses, en tout cas. Alors, On n'en est qu'à 1 mois de répétition, donc... Ah oui, encore 8 Alors, mois. Non, le 17 novembre, Oui. le jour de la première, peut-être qu'on aura une réponse oui, ou une mais oui, révélation. C'est bien pour ça que je viens. communiquer. C'est bien pour ça que je viens spécialement le 17 novembre. Mais on cherche là, dans la partition pape, la question se pose même plus. Enfin, Ben non, là, il y a déjà la réponse. il y a déjà là, c'est une bon. réponse. Oui, Donc, d'accord. ça, On est alors- d'accord ou pas d'accord, mais il y a déjà la réponse. Mais moi, ce que je trouve, ce dispositif, il est quand même très, très créatif, si je puis dire, parce que finalement, il y a les textes, c'est du matériel, il y a chacun de vous avec votre histoire personnelle, donc il y a des choses qui se sont, disons, inscrites avec le temps. Et puis, dans cette dynamique à 3 ou 4 ou 5, je ne sais pas combien, vous êtes plus que 3, je crois, Oui, 4 on à est- 4, On a l'impression d'être plus. tout d'un coup, il y a, comme on le dit, On on se l'a dit reproduit. souvent dans ces émissions, la synchronie, il y a quelque chose qui vient, qui est basé sur
des traces bien inscrites, votre vie, ces textes, et puis il y a quelque chose d'inattendu qui sort. Et dans cet inattendu, il y a peut-être des réponses très stimulantes. Oui, c'est ça. C'est un dispositif prévu pour qu'il se passe de l'imprévu. Exactement. Oui. Oui. Et certaines questions sont suspendues et prises en relais par un autre carrousel dans notre vocabulaire. Par exemple, à la question éthique, de savoir d'où viennent les enfants, succède la question scientifique de qu'est-ce que le vivant. Toujours de ce côté-là, à savoir, est-ce que le vivant, c'est se reproduire? Est-ce que c'est ça qui caractérise le vivant? Et qui nous fait dévier aussi sur la question, tout d'un coup, du clonage. Donc là, à ce moment-là, on a besoin d'Alain Prochian pour nous réexpliquer quelques mystères du génome et qui nous ramène à la première question. Par exemple, lorsqu'on réalise, puisque c'est le lieu d'hypothèse, sur scène, qu'on pourrait faire quelques jumeaux par clonage, que donc on va essayer de penser cela, on revient à la question, qu'est-ce qu'un enfant? D'où vient l'enfant? Non, c'est ça, c'est un fil associatif avec des sauts logiques et illogiques. Là, il y a une tentative un peu nouvelle, parce que si c'est pour refaire toujours la même chose, bon. Donc là, il y a bien que ce soit globalement à peu près la même méthode, il y a quand même un brin d'expérience nouvelle dans ce spectacle qui est justement beaucoup plus loin de l'évocation de figures, même comme il pouvait y avoir dans Turing. Ou dans le Galilée, où là on partait effectivement, même si Jeanne Balibar ne se prenait pas, n'incarnait pas le personnage, jouait avec, se ressortait, rentrait, mais il y avait quand même l'évocation de la figure de la fille de Galilée et d'autres personnages. Là, je crois que ce carrousel, c'est aussi pour essayer de se donner le tournis et de voir ce que c'est de prendre au vol. Oui. Un fragment de discours, un fragment de vie. Quand Pascal, tout d'un coup, je ne sais pas quel jour c'était, il sort derrière le pilier en nous expliquant qu'il était une femme sans utérus et que ça lui posait quand même beaucoup de problèmes pour se reproduire. Par rapport à la reproduction. Eh bien, bon, mais effectivement, mais aussi bien Anne-Laure peut être Arthur K. Donc, ou Audouben. Oui. Bon. Donc, qu'est-ce qu'aussi tout d'un coup dire quelque chose à la première personne, alors qu'à l'évidence, il ne s'agit pas de représentation mimétique, etc., mais d'une façon d'aller explorer aussi ces réalités humaines qui nous échappent quand même pas mal et qui sont, moi c'est ce qui me frappe surtout dans tous ces domaines formidablement stéréotypés. Ouais. C'est-à-dire que les expériences se disent tout le temps de la même manière. Mais là, si on pouvait décrocher un peu ça... C'est ça que tu produis, un espace de liberté pour dire un mot un peu comme ça. Dégripper les choses. Quoi. Oui, c'est ça. C'est-à-dire vous, au fond... Enfin, on surgit en même temps, là, c'est intéressant. Ouais. C'est-à-dire qu'au fond, vous jouez avec ça. C'est vraiment un air de jeu, enfin, c'est un espace de jeu. Enfin, on comprend que le théâtre, il y a le jeu des acteurs, mais là, c'est vraiment le jeu. C'est-à-dire un jeu qui crée quelque chose qui est après intégré aux traces qui vous constituent et de ce que vous avez absorbé par ces textes. Et tout ça, c'est du devenir en permanence. Complètement. Et puis, on oublie aussi la scénographie qui sera particulière. Ouais. Et Niki Rieti nous réserve une belle surprise. Vous avez déjà commencé à travailler Enfin... Ça vient après, généralement. Non, mais là, on est encore dans une salle de répétition, donc on a figuré, mais c'est très Et maladroit. La musique, alors, tu disais la musique et l'électroacoustique. Quel est le rôle Tu disais, c'est pour créer une ambiance favorable à ces associations, à cette création. Sa chanteuse favorite peut-être... Oui, vas-y. Il y a plusieurs univers sonores. Parfois, ils nous envoient des sons qui peuvent nous rappeler... nous nous trouvons dans un laboratoire. Ça peut être aussi des musiques un peu plus spirituelles. D'un seul coup, ça nous fait partir dans un carrousel plutôt pape, mais il y a aussi des récréations et puis des envies de chansons, et notamment la chanson sur Qu'est-ce qu'un père, que Anne-Laure a commencé à travailler. Un homme du même lignage, un homme qui appartient au même clan, celui qui élève, celui qui donne son nom ou qui adopte, celui qui reconnaît l'enfant, légalement ou rituellement, celui qui transmet une ressemblance, un vieillard réputé impuissant, un célibataire
un homme réputé stérile. Dieu Mais dans le matériel sonore, il y a aussi Les boutins, les boutons. les boudins et les boutons. Et Voilà. Il y a aussi les il y a boutins, mais aussi- les sons de côté. Et il y a aussi du matériel qui serait plus d'ordre documentaire, en fait. C'est-à-dire qu'ils ont récupéré des phrases de parlementaires ou des bouts de journaux télévisés qui annoncent la naissance d'Amandine, etc. Et cette matière-là aussi nous permet, nous, quand on est sur le plateau, de nous relancer dans quelque chose. Oui, c'est un Enfin, effet accélérateur. Donc, c'est un peu Ça une mise joue en aussi, ambiance par la c'est- musique aussi. Ça, c'est c'est comme intéressant si, parce voilà. que c'est vraiment le... Pardon, l'espace ouais. sonore joue avec nous et comme un acteur supplémentaire, en fait. Tout à fait, mais aussi qui vous renvoie quelque chose, qui vous met dans un certain état Absolument, oui. et vous Qu'on génère peut des décider associations. d'attraper ou pas. Ou pas, Et, ouais, ouais. Et donc sans doute c'est là assez... aussi de manière plus humoristique que d'habitude, parce que ça fait aussi plus de 10 ans que je travaille avec Alexandros, qui est, j'allais dire, un compositeur très sérieux, mais un grand improvisateur aussi. Vous êtes professeur de la classe d'improvisation au conservatoire. Et c'est vrai que dans les travaux précédents, disons je vais être schématique, on était plus quand même du côté de la musique contemporaine, pour dire les choses. Peut-être pas dans Walden où il joue, c'est un très grand pianiste aussi, il improvisait pas mal. Mais là, le jeu va jusqu'au ludisme. Enfin, je veux dire, là, parce que n'étant pas Sophocle, je veux dire, et manipulant tout ce qui, au fond, figure ou configure le tragique contemporain, mieux vaut essayer de le faire avec un brin de légèreté, puisqu'on parlait de Kundera. Ça va très bien, certainement, avec le fait de la procréation. Bah, si Enfin, tu il y a parles un d'un côté, type il y a qui un fait côté 46 Witz, enfants quoi. se masturbant comme ça, qui en est fier, Ouais. vaut mieux en rire, quoi. Ouais. Parce que si on commence à prendre ça au tragique, mais en même temps, de rire de telle manière que peut-être, j'espère, le spectateur en sortant, les spectateurs en sortant de la colline vont être pris d'une formidable catharsis collective et vont se mettre à vomir dans le métro, ce qui me plairait assez. Oui, Bon, oui. je compte là-dessus, c'est un effet du rire aussi, quoi, possible. Bon, tu cites Sophocle, mais bon, en même temps, dès qu'on a le regard sur la procréation et la sexualité, Sophocle, tout procède de l'interdit de procréer. Et que ça finit, au fond, dans la disparition des nappes d'acide. Donc, en fait, finalement, c'est une histoire de stérilité, d'interdit de procréer. La stérilité, la question de la stérilité, Enfin, elle est même En tout cas, sociale. l'interdit de procréer est au centre. Donc c'est vrai que ça devient un analyseur. Il y a peut-être peu de choses qui résistent. Parce que c'était une question que j'avais en me disant s'il y a des carousels qui tournent, le pape, les enfants, les discours biologiques, les témoignages, les Les IPF, revendications ça passe par là. éthiques. Oui. Autour de quoi? Qu'est-ce que c'est On l'axe reprogramme de ces carousels? Est-ce que vous avez une idée, peut-être que ça tourne autour de quelque chose? Enfin, si on simplifiait, peut-être c'est une question impossible que je pose, mais Il devient difficile de naître. ouais. Il est bien difficile de naître. Oui. Il devient de plus en plus difficile de naître. Là, pour éviter naître ou naître pas. Ouais. Mais c'est cette question-là par laquelle nous entrons quelquefois et qui reste un axe, oui, qui reste. Ah, c'est fort, ça, de plus difficile de naître. C'est-à-dire que Hein, c'est-à-dire, je me souviens, je crois que c'est d'ailleurs aussi dans Édipe, parce que c'est toi qui m'as branché sur Sophocle, mais dans Édipe à Colonne, fait exprès, mieux vaut ne pas être né. Oui. c'est même dans le Darwin, là, quand le dernier Darwin, on est peut-être dans. Ça finissait comme ça, quoi. Je veux dire, et entre Sophocle et Beckett aussi, je veux dire, pourquoi tu m'as fait? Je ne pouvais pas savoir que ce serait toi. Bon, mais maintenant, on pourra savoir bientôt que ce sera lui. Donc, c'est encore pire, quoi. Et je veux dire, encore pire, si oui. tu m'as fait naître en sachant que ce que j'allais devenir et étant ce que tu es, salopard, quoi. Il n'y a pas. Bon, maudit progéniteur, comme dit Beckett, quoi. Et alors, si on prend juste les autres intervenants, si j'ose dire, les scientifiques, ils sont déjà intervenus à ce stade, ou c'est essentiellement Alain Prochian, il y en a Oui, d'autres. là, c'est pas mal Alain. avec Alain.
Et eux viennent, comme vous disiez tout à l'heure aussi, pour parfois quand même clarifier quelques questions pour que vous puissiez rebondir ou pas nécessairement. C'est Ducamp quand même. Oui, il y a eu Philippe Descamps. Philippe Descamps, qui philosophe-juriste. déclenche immédiatement des réactions. Oui, oui, sa rencontre. Oui. Vous me demandiez si elle était... Pour nous, c'est même une rencontre presque assez décontractée. Enfin, pas forcément technique. Philippe Descamps, pour moi, je n'avais rien lu de ce qu'il avait écrivé. C'est aussi le contact avec la personne, ce type de réaction nerveuse qu'il a à la loi, à la définition, à son combat en tant que philosophe pour savoir si c'est dans la loi de passer tel ou tel décret. Je ne sais pas si vous... il a écrit un très beau livre sur le sacre de l'espèce humaine, c'est-à-dire il a travaillé sur la manière dont la notion d'espèce humaine est entrée dans le droit en France en 1994, qui est quand même très étonnant, oui, et qu'on invente le crime contre l'espèce humaine, notamment. Bon. Là, est-ce que l'espèce humaine est une espèce à protéger, mais de qui d'elle-même. Enfin, bon, ainsi de suite. Mais c'est vrai qu'il y a des... Alors, ce qui est très intéressant, moi, je trouve, c'est bon, pour nous, mais c'est la manière dont les philosophes ou scientifiques viennent dans un théâtre, ce n'est pas les mêmes. Par exemple, Philippe, qui est quand même un prof de philosophie, il avait le trac. Parce qu'il ne sait pas très bien à qui il s'adresse, ni comment, etc. J'ai remarqué souvent, même les scientifiques, si on va dans leur laboratoire, ils sont chez eux, ils sont maîtres de la nature même. Mais dès que... Ouais. Qu'est-ce qu'un théâtre, au fond, etc. Et ça déterritorialise un petit peu les discours. C'est assez intéressant, ça. Je dois dire que, comme scientifique, je trouverais personnellement l'expérience extrêmement intéressante. Donc, invité, hein, mais je ne sais pas si j'y arrive d'ici au 17 novembre. Mais c'est vrai que ça fait partie aussi de cette démarche qui me parle beaucoup, de s'extraire des contextes. Et ce que vous faites en créant cette pièce, c'est aussi ça, de laisser, il y a cet espace de jeu, de liberté, puis je pense même vous êtes en dehors du contexte habituel quand vous travaillez comme ça. Vraiment dire, c'est la réalité qui joue, effectivement, c'est pas nous. Hein. Par exemple, dans ces rencontres, il faut le dire aussi, on a la toute première rencontre, elle s'est passée au Collège de France, où évidemment on rencontre Prochian, mais d'autres personnes, dont un éleveur, et qui nous dit immédiatement sur les clés de la procréation des choses inouïes sur la façon dont sélectionner la vache limousine. Ça rentre aussi dans notre corpus, oui, c'est-à-dire vous prenez dans pour une vache, est-ce que c'est bon? Mais on a rencontré un maquignon, mais c'est un grand scientifique, le gars d'autrefois qui savait sélectionner, etc. Parce que, non content d'être un expert, de pouvoir presque parler au Collège de France, oui, il continue à avoir un élevage considérable et à nous dire les questions quotidiennes que ça lui pose. Et alors peut-être juste pour faire une question qu'il y a, donc c'est un travail work in progress en permanence. Vous arrivez le 17 novembre et il y aura quelque chose qui va... Est-ce que ça va se figer du 17 novembre au 17 décembre au cours des représentations? Est-ce que le travail continuera ou est-ce qu'il y a quand même, pour dire un chiffre comme un autre, je ne sais pas, 80% qui restera la même chose et 20% qui va varier? Ou bien c'est du 100% comme si vous jouiez Bérénice? Enfin, je ne sais pas. Quelle est votre expérience par rapport au passé? Par rapport au passé, non. Il y a une évolution forcément parce qu'on travaille sur du vivant et qu'on se sentira peut-être de plus en plus à l'aise avec ces matériaux qu'on aura choisis, puisque je pense que quand on arrivera vers le 17 novembre, on aura une partition. Oui, non, mais pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté, le spectacle est le même tous les soirs. Enfin, combien? 100%? Oui, 100%. Je me demande, moi. Ouais. Je pense qu'il y a encore, effectivement, c'est ta préférence, c'est-à-dire qu'il n'y a pas du tout de champ libre et d'improvisation, de variation subite un soir. Et pourtant, il restera des places qui bougeront. Et qui, voilà, mais si j'ai bien compris, parce que c'est peut-être l'occasion, il y a une vie du spectacle après le spectacle. Voilà. Parce qu'en fait, il se déroule sur la scène et parallèlement... vous pourriez peut-être nous expliquer. Voilà, Agnès Decailleux, donc dites-nous un petit peu quel est votre travail. Il se passe sur une autre scène virtuelle en permanence pendant le temps de sa fabrication. Alors en fait, ce qui se passe, c'est que moi j'observe cette espèce de processus d'invention et en étant aux répétitions, on arrive à comprendre de quelle sorte les comédiens broient les carousels,
d'où cette espèce de chanson totalement... on la chante maintenant toute la nuit, on l'a en nous, on sait d'où elle surgit. Ça veut dire que tous ces matériaux, toutes ces données-là ne sont pas des archives froides, c'est que 8 semaines et 2 jours de répétition, chaque donnée a son histoire. Donc l'idée, c'était bien après le spectacle, une fois que les représentations sont données, d'essayer de réagencer tout ça sur un monde virtuel et de le proposer à nos doubles, nos avatars, et de proposer, ça s'appellerait les données dans les nuages. Donc on pourrait également peut-être créer nos propres clones de Jacques Bonafé, de croiser l'avatar d'Anne-Laure sur une île éperdue en criant « je veux un enfant ». Enfin, il y a des carousels qui se baladent un peu partout. Pour l'instant, moi en tout cas, je n'écris rien, je m'inspire juste de ce qu'ils livrent sur le plateau. Et puis, les mondes virtuels, c'est une hétérotopie, c'est un espace ailleurs, donc c'est assez simple quand même de remettre le bazar, mais surtout de ne pas y donner de logique et surtout de pas la logique. Vous seriez la seule à intervenir dans cette vie après la vie, ou est-ce que c'est quelque chose d'ouvert sur lesquels toute personne qui aurait accès pourrait intervenir dans ces mondes? Oui. Ça, c'est une question, je ne sais pas. Enfin, les avatars, vous pourrez vous créer un avatar, vous pourrez le modéliser. Et je pense qu'il y aura des... Là, il y a une île avec, par exemple, le visage de Jacques, il y aura celle d'Anne. Enfin, vous pourrez, oui, on pourra aller sur vous pourrez l'île, modifier sans doute. On peut visiter. Mais vous pourrez modifier. Bon, après... ça, on verra non, mais c'est quand à même quelle vous mesure. qui garderiez ou est-ce que ce serait un dialogue qui continuerait avec les comédiens? De toute façon, c'est persistant. C'est-à-dire que Jean-François et les comédiens peuvent partir en juin en vacances. Il y aura de toute façon une série de doubles comme ça, traînant, se baladant, rencontrant un carrousel pape. Et puis tout d'un coup, le fait de la localisation géographique ou autre, eh bien, ça reproduit, je ne sais pas, un autre matériau. Voilà, ça reste, c'est persistant, c'est vraiment persistant. Mais ça veut dire que c'est une idée d'éternité, alors. C'est du voilà. virtuel qui devient de l'éternel. Parce que, bon, pour moi, un autre axe de ces carousels, parce que comme clinicien, dans la clinique de la stérilité, des procréations médicalement assistées, des enfants issus de procréation, un axe particulier qu'on rencontre, c'est celui de la mort dans la procréation. C'est-à-dire que finalement, en donnant la vie, on donne la mort, et on entame un trajet vers la mort. Alors que là, le virtuel, peut-être, c'est une façon à la fois de le dire et de le transformer. Enfin. Oui, puis c'est le seul endroit où nous ne mourrons jamais, plus jamais. Donc le bon, désir d'immortalité, il est là, il n'est pas Ça, là. c'est la procréation qu'on n'a jamais pu faire. Parce qu'au fond, qu'est-ce qu'on a pu faire comme procréation de quelque chose qui ne soit pas sujet à la mort, quoi. C'est peut-être le moment d'arrêter sur cette grande question. On va mourir là. On va mourir. Ou bien au contraire, rentrer dans un monde virtuel dans lequel on sera éternel. Et puis peut-être convier ceux qui écouteront cette émission d'ici au 17 novembre au Théâtre de la Colline à Paris pendant un mois pour voir cette expérience. Là, on a vécu vraiment un événement à Galma, c'est-à-dire que on a eu des choses qu'on avait déjà discutées dans 2 émissions, une avec Alain Prochians, l'autre avec Jean-François Perret. Et là, on les a remises en jeu avec des comédiens dans un processus comme s'il y avait des choses inscrites qui, au fond, se réassociaient sous forme inédite, nouvelle. C'est une pratique du surgissement. Alors bon, j'espère que le fil apparaît. Peut-être le fil n'apparaît qu'après coup. Après coup, on peut se dire, voilà dans quel sens ça évolue. C'est ça le devenir. Le devenir qui nous occupe avec Pierre, autour de neurosciences et psychanalyse, c'est un devenir qui n'est pas que déterminé. Et c'est aussi un devenir qui est marqué par un défaut de détermination.
et que dans ce défaut de détermination, comme une béance, se produit de l'inattendu, du nouveau, quelque chose d'un surgissement, et qu'on appelle réassociation de traces, la production du nouveau. Et là, je trouvais que c'était un moment pratique de discours très proche de nos réflexions sur devenir et créativité entre neurosciences et psychanalyse. Oui, et puis si on regarde alors maintenant du point de vue de la mission, des buts que c'est donné à Gallman, c'est-à-dire de créer un lien entre science et société par différentes activités de médiation. Je dirais que cette pièce se fait selon ce mode que vient de résumer François, en fait, permet de créer justement des ponts, des représentations pour quelque chose quand même qui est difficile à représenter, qui est quelque chose de hautement technique et scientifique, qui est cette procréation, par exemple, artificielle. Et là, c'est quelque chose justement qui pose question, qui est difficile à imaginer. Et peut-être que le fait que ces comédiens prennent ce matériau scientifique, le passent dans la moulinette, si je puis dire, de leurs traces, de leur vie, et produisent quelque chose, rend tout cela beaucoup plus humain, on va dire, beaucoup plus proche de quelque chose que la société peut métaboliser. Et donc, c'est le rôle d'Agalma, finalement.